Bonjour à tous et bienvenue dans notre Zoom, aujourd'hui en compagnie de Luc Mary. Bonjour monsieur. Bonjour Pierre. Luc Mary, historien des sciences, vous êtes l'auteur d'une cinquantaine d'ouvrages et le dernier, le voici, Astéroïde YR4 2032 et 11 fins du monde possible, et c'est édité chez BTLV, ouvrage comme d'habitude à retrouver sur la boutique de TV Liberté. Alors l'idée motrice de votre ouvrage, Luc Mary, c'est que le réel n'a rien à voir avec ce que l'on voit. Est-ce que vous pouvez expliciter cela ? Oui, il y a un petit décalage entre ce que l'on voit et ce qui est. C'est-à-dire que cet ouvrage, c'est à la fois un ouvrage d'anticipation, de vulgarisation scientifique et d'études sociologiques, de la sociologie des masses. Et j'explique dans mon livre que l'univers que nous connaissons, ce n'est qu'un océan sombre dont on ne connaît que la surface. Et que cet univers qui apparaît, qui est en apparence est serein, éternel, immobile, ce ne sont que des faux semblants. Qu'en fait, l'univers est un champ de bataille et qu'il est très hostile et qu'un incident, enfin qu'une collision avec un astre errant, que ça peut être une planète errante, une étoile vagabonde, voire un astéroïde, une comète, est tout à fait envisageable, même si c'est de l'ordre de l'improbable, mais improbable ne veut pas dire complètement impossible. Donc je dis qu'il existe un risque de collision à plus ou moins long terme, d'autant plus que cette collision a déjà eu lieu, c'est un phénomène répétitif. Il y a 65 millions d'années, un astéroïde a percuté la Terre, un astéroïde de la taille de l'Himalaya, qui a mis fin à 95% des espèces vivantes à l'époque. Dans la péninsule de Yucatan. Exactement. Et donc la Terre a subi déjà 5 extinctions massives, mais nous, au contraire des espèces qui nous ont précédés, on sait que ça peut arriver. Les dinosaures, j'allais dire, ont disparu peut-être parce qu'ils n'avaient pas de télescope. Ça leur est arrivé sans crier gare. Mais nous avons le devoir de vigilance. Et donc ce livre repose sur 2 grands axes. C'est d'abord une apologie de la vigilance et de la prudence face au cosmos faussement serein qui nous entoure. Et c'est aussi une mise en garde, ça c'est le deuxième aspect de mon livre, c'est en tant qu'historien là peut-être que je dis ça, mais c'est une mise en garde aussi contre l'obscurantisme religieux, contre la vague de mysticisme et contre la remise en cause systématique du discours politique et scientifique par les réseaux sociaux ou les gens qui veulent... Vous pensez à ces plétistes en l'occurrence, exprime une idée sur le fait que la Terre serait un disque et non une boule. Alors, je ne vais pas m'attarder là-dessus, mais là, il s'agit plutôt d'un système de croyance qui renverse les choses en qualifiant les globistes, entre guillemets, de croyants patentés qui ont été formatés par l'éducation nationale. Mais donc voilà. Alors, dans ce livre, il y a 2 aspects. Il y a un aspect physique, et je dis que l'apocalypse peut avoir lieu, mais je ne suis pas un prédicateur apocalyptique. Attention, je n'annonce pas la fin du monde, pas du tout. Je dis seulement qu'il ne faut pas croire que tout est éternel. L'espace est dangereux, l'espace est hostile, mais ça ne veut pas dire qu'on va disparaître d'ici la fin du siècle. Oui, donc, alors l'espace est dangereux, mais pas seulement, puisque vous dites que le danger peut non seulement venir de dessus nos têtes, mais aussi de sous nos pieds. Oui, d'ailleurs, on va l'évoquer avec vous, Luc Mary. Alors, vous commencez votre ouvrage avec donc l'étude de cette YR4 2032, découvert fin 2024 par un observatoire chilien. Il s'agit d'un bloc de roche d'une 50aine de mètres de diamètre qui se déplace dans l'espace à la vitesse de 70 000 km/h. Il devra croiser notre route, celle de la planète Terre, en décembre 2032, et la possibilité d'un impact avec notre planète n'est pas nulle. Alors, est-ce qu'il y a une menace réelle ? Une menace réelle, c'est un bien grand mot. Une menace probable. Une menace probable, mais aux dernières nouvelles, le risque s'élève à 2,3%. Donc, aux dernières nouvelles, il passerait
au large de la Lune. La Lune, d'ailleurs, a plus de chances ou de risques d'être... Vous dites 4% de chance de collision voilà, avec la Lune. Avec la Lune, ce qui est déjà un danger, parce que cette collision avec la Lune pourrait aussi provoquer, générer des dégâts, et des morceaux de Lune pourraient peut-être retomber sur Terre. C'est ça aussi le danger indirect. Mais pour parler brièvement de YR4, qui est un nom très poétique, vous voyez, et pour l'instant, il est entre Mars et Jupiter, il est à peu près à 500 millions de kilomètres. Bon, il va croiser déjà notre orbite d'ici la fin 2028 et revenir, parce qu'il coupe régulièrement l'orbite de la Terre. C'est un géocroiseur, au même titre que 2300 de ses congénères, mais il y a quand même 35 000 astéroïdes de ce type qui coupent régulièrement la route de la Terre. Donc c'est vraiment une autoroute où les accidents peuvent avoir lieu. Et il se dirige vers nous à la vitesse de 70 000 km/h. Alors, à une telle vitesse, malgré ses 50 petits mètres de diamètre, c'est 10 fois moins que le fameux astéroïde qui a mis fin aux dinosaures il y a 65 millions d'années. Donc il n'y a pas de risque d'extinction de l'humanité. Il n'y a pas de 6e extinction en perspective. Cela étant, il ferait des gros dégâts parce que si un tel astéroïde percutait la Terre, je dis bien si, dans la mer, il provoquerait une vague de près de 100 mètres de hauteur qui déferlerait sur les côtes à plus de 2000 km/h. Donc il irait très loin à l'intérieur des terres. Même Paris pourrait être sous les eaux. On ne peut pas imaginer l'endroit où il taperait. Non, on ne peut pas imaginer l'endroit où il taperait. Non. Pour l'instant, c'est impossible. Et sur la Terre, eh bien, ce serait l'équivalent de 4,3 mégatonnes. Alors, c'est peut-être abstrait si je dis 4 mégatonnes, mais si je vous dis que ça fait environ 300 fois la bombe Hiroshima, voilà, ça provoquerait, en termes clairs, en termes concrets, un cratère d'une vingtaine de kilomètres de diamètre et de plusieurs centaines de mètres de profondeur, et tout serait rayé dans un rayon de 50 kilomètres. Hein. Donc, ça ferait, je dirais, ce serait l'équivalent d'une grosse bombe atomique russe actuelle, pourrait-on dire. Voilà. Donc, le danger n'est pas négligeable, quel que soit l'endroit où cet astéroïde percute la Terre. Alors la Terre, elle a été le champ d'ailleurs de bataille aussi au début de sa formation, de beaucoup d'astéroïdes, de comètes. La dernière en date, c'était en 1908, hein, c'est très près en termes géologiques, c'est hier. En 1908, dans la plaine de la Tunguska, mais la région était inhabitée à l'époque et n'a fait que des dégâts matériels. C'est où ça, la Tunguska? C'est dans l'est de la Sibérie. D'accord. Voilà, et c'était un noyau cométaire qui a explosé, dit-on, en altitude, à environ une cinquantaine de kilomètres de kilomètres de hauteur. Donc, il existe, oui, des dangers. Alors moi, dans mon livre, j'explique qu'il y a 5 constats alarmistes. 5 constats alarmistes. Je disais tout à l'heure l'illusion cosmique, la fausse sérénité, la fausse éternité. Tous les astres sont mortels, et quand les étoiles meurent, elles meurent dans un cataclysme absolument phénoménal. En quelques heures, elles dégagent plus d'énergie que pendant toute leur vie. Et les étoiles, ce sont des gros soleils, hein, ou des petits soleils. C'est l'équivalent du soleil autour duquel on tourne depuis 4,5 milliards d'années. Et la dernière supernova qui a été observée, ça remonte à l'année 1604. Là aussi, c'est hier qu'elle a été observée par un certain Kepler, n'est-ce pas? Très célèbre. Et à l'époque, le phénomène avait été observable pendant plusieurs semaines dans notre ciel, même en plein jour. Hein. Donc il y a cette répétitivité, quoi. Voilà, il y a une répétitivité des phénomènes, c'est-à-dire que dans l'univers, il n'y a pas de phénomène unique. Ce qui se produit se reproduit. Et même à l'échelle de la Terre, ce qui s'est déjà passé est amené à se reproduire. On sait que ça va se faire, mais on ne sait pas quand. Et ce cosmos qui paraît si calme, si serein, est en réalité hostile. Il est hostile. Alors, les étoiles, quand on les observe, la voûte céleste, elles ont l'air bien immobiles comme ça, mais elles circulent à plusieurs centaines de milliers de kilomètres à l'heure. Mais elles sont tellement éloignées qu'elles paraissent immobiles. Mais dans 32 000 ans, il y a une étoile qui va se rapprocher de nous, qui s'appelle Rose 248, qui est une grosse naine rouge qui campe actuellement à 11 années-lumière. Et lorsqu'elle va se rapprocher de nous, elle va
perturber le nuage d'Oort, c'est-à-dire ce nuage de comètes qui entoure le système solaire, et précipiter les comètes vers l'intérieur, parce que c'est ça le risque aussi d'un astre qui se rapprocherait de nous. Non seulement il y a des risques de collision directe avec cet astre, mais en plus, il perturbe complètement la géométrie du système solaire, la dynamique. Et dans mon livre, à un moment, je parle d'une apocalypse probable. Si une étoile, par exemple, vagabonde ou une planète errante se rapprochait de nous sans nous percuter, elle pourrait aussi, même si elle ne nous percutait pas, dévier quelque peu la route de la Terre et la précipiter vers le Soleil. Et là, on a calculé que la mort interviendrait au bout de 63 jours, la Terre serait avalée littéralement par le Soleil, c'est pas l'humanité, c'est la planète entière qui disparaîtrait au bout de 63 jours en décrivant une trajectoire elliptique, comme ça elle ne serait pas précipitée directement, mais en se rapprochant peu à peu, avec une vitesse toujours plus grande, et avec une température qui monterait jusqu'à 3000 degrés dans les derniers jours. Alors, contre l'éventualité d'un tel choc, vous évoquez, Luc Marie, dans votre ouvrage, cette mission DART en septembre 2022 qui a prouvé que des ingénieurs spatiaux sont en capacité de dévier un tel astéroïde s'il s'approchait trop près de nous. Comment s'y prendrait-il ? Alors, il y a des astres, je vous parlais des planètes errantes ou des étoiles vagabondes, il n'y a aucun missile, aucune parade possible, là, vu la masse de l'étoile ou de la planète, pour les dévier. Contre un astéroïde. En revanche, un astéroïde, celui dont vous me parliez, qui s'appelle Dimorphos, en 2022, on a en effet envoyé une sonde percuter mais un astéroïde de petite masse, pour savoir si on était capable d'en dévier la route. Ça a marché, mais ça marche avec des petits objets. C'est le scénario du film Armageddon. Voilà. Dans Armageddon, on fait exploser l'astre de l'intérieur. On envoie des astronautes pour qu'ils ensuite percent un trou, creusent un trou et qu'ils y déposent la bombe atomique en question. Et évidemment, à la fin du film, in extremis, évidemment, la Terre est sauvée. Mais ça, dans les films, la Terre est toujours sauvée in extremis, mis à part quelques films. Mais là, Dimorphos, en effet, on a prouvé, c'était grâce à un impact cinétique, la cinétique, qu'on pouvait dévier quelque peu la route. Mais avec nos missiles, alors ça c'est aussi un paradoxe de l'histoire, avec nos missiles... On pourrait aussi, les missiles qui peuvent détruire l'humanité, pourraient aussi la sauver, n'est-ce pas, si un tel astre s'approchait de nous. Alors, je dis aussi, à un moment, que ce que nous ne voyons pas est encore pire que ce que nous voyons. Parce que les astres les plus dangereux, ce ne sont pas les plus gros, parce qu'on a le temps de les voir venir, comme l'astéroïde qui a détruit... la vie sur Terre il y a 65 millions d'années. Mais en revanche, des petits comme YR4, d'autres, ils sont très sombres en général et on les voit au dernier moment. Des satellites, des astéroïdes, des comètes de 30-40 mètres. Et c'est ça le danger, un des dangers les plus grands. Alors on va parler du risque qu'il y a sous nos pieds avec l'exemple des supervolcans, mais allons sur les tempêtes solaires géantes. C'est l'une des possibilités de fin du monde que vous évoquez dans votre ouvrage. Un tel phénomène s'est déjà produit. C'était en août 1859. Pourquoi vous dites qu'il y a ici une menace de blackout à l'échelle planétaire? C'est quoi une tempête solaire géante? Alors une tempête solaire, c'est-à-dire que notre étoile Soleil n'est pas vraiment tout à fait stable. Il y a des cycles de colère. Des cycles de colère, des grandes protubérances, des grandes éruptions, à peu près tous les 11 ans aussi. Qui réchauffent le climat d'ailleurs, voilà. plus que le CO2. Et dans le passé, il y a déjà eu plusieurs tempêtes solaires. Cela étant, notre société, en 1859, c'est ce qu'on appelle l'événement de Carrington, parce que ça a été observé par un certain astronome anglais répondant au nom de Carrington. En 1859, là, il y avait, à l'époque de la machine à vapeur et de la télégraphie, il n'y avait pas trop de perturbations. Les circuits intégrés, etc., appartenaient au lointain avenir. Mais aujourd'hui, une telle tempête comme celle de 1859 aurait lieu que ça provoquerait certainement une perturbation, ça couperait Internet. Et toutes les centrales électriques, il y aurait peut-être une panne générale d'électricité à l'échelle mondiale qui durerait plusieurs jours.
Donc ça pourrait perturber l'humanité, pas l'éteindre, mais la perturber durablement. Parce que qu'est-ce que cette tempête solaire envoie sur la planète pour perturber nos systèmes électriques ? D'abord, il y a 3 vagues. Il y a une première vague de particules ultra chargées qui perturberait la magnétosphère. Ensuite, une vague de photons qui détruisent et qui interagissent avec notre atmosphère. Et puis ensuite, ce qu'on appelle l'éjection coronale. L'éjection coronale, alors la couronne solaire, là c'est la plus grande éjection, et le plus grand flux de particules un flux de particules de rayons X et de gamma qui pourrait détruire même quelques formes de vie sur Terre. Alors, une autre possible fin du monde, c'est le trou noir, le corps céleste le plus effrayant de la galaxie, même si sa taille, selon les scientifiques, n'excéderait pas la taille d'un ballon de foot. Qu'est-ce qui se passe si un tel astre rentre en collision avec la planète ? Attention, pour l'instant, un trou noir de la taille d'un ballon de foot, ça n'existe pas pour l'instant. Là, on imagine... C'est un concept, c'est une fin du monde probable. Ça veut dire que ce que je voulais dire à travers ce chapitre, c'est que même si on croisait un trou noir de la taille d'un ballon de foot, nous n'y survivrons pas. Parce qu'un trou noir, par exemple, de la taille d'un ballon de foot, ça serait à peu près 18 fois la masse de la Terre. 18 fois la masse de la Terre, c'est-à-dire que son champ gravitationnel disloquerait littéralement la Terre avant même d'entrer en collision avec cette Terre. Alors, le trou noir, en revanche, le trou noir n'est pas un objet irrationnel. Enfin, qu'est-ce que c'est exactement ? C'est un méga aspirateur à matière ? Un méga aspirateur, c'est-à-dire qu'un trou noir, c'est plutôt du trop-plein, c'est, j'allais dire, maladroitement qualifié de trou. C'est tout sauf un trou, dans la mesure où il aspire, d'accord ? Il perce l'enveloppe de l'espace-temps, certes, mais un trou noir, c'est une étoile morte. C'est une étoile morte où la matière est hyper comprimée. Il n'y a plus de vide entre les atomes. Même les électrons sont écrasés. C'est une implosion permanente. Voilà. Non, c'est pas une implosion permanente. C'est-à-dire que ça provient de l'effondrement d'une ancienne étoile massive qui faisait 3 fois la masse du Soleil. Et à la fin de sa vie, quand l'étoile a épuisé son carburant nucléaire, elle s'effondre sous l'effet de son propre poids, de sa propre masse, et pour devenir minuscule tout en conservant le même poids. Donc il faut imaginer, par exemple, la Terre, si elle avait la densité d'un trou noir, elle ne serait pas plus grande qu'une bille. Donc le trou noir, c'est un objet fabuleusement compact, d'une densité presque infinie. D'ailleurs, il y a des astres qui ressemblent au trou noir, dont je parle également, l'étoile à neutrons, qui est une étoile morte également de la taille à peu près d'une ville, mais qui fait 2 fois la masse du Soleil, donc 600 000 fois la masse de la Terre. Et si on croisait la trajectoire d'une telle étoile à neutrons, et ce n'est pas impossible, il y a aussi des étoiles à neutrons vagabondes dans notre cosmos, eh bien, la Terre serait même détruite avant même d'entrer en collision par le champ gravitationnel. Et elle aspirerait littéralement tous les océans. On verrait les océans s'élever comme ça jusqu'à plusieurs centaines de kilomètres de hauteur. Donc elle viderait la Terre de son eau, pourrait-on dire, avant de la disloquer et de mettre le noyau terrestre à nu. Donc ce serait vraiment épouvantable. Là, il n'y aurait pas là, ce serait vraiment fatal. Bon, encore une fois, les apocalypses les plus fatales ne sont pas les plus probables. Les plus probables, c'est plutôt YR4, qui a quand même 10 fois la masse de la Tour Eiffel, quand même, 100 000 tonnes. Donc ce n'est pas négligeable. Et des astéroïdes comme ça, ils circulent très près de notre frontière, enfin de notre Terre, et ils sont beaucoup plus à risque que les trous noirs, les étoiles à neutrons, ou les planètes errantes, ou encore les étoiles vagabondes, parce que de tels objets seraient fatals non seulement pour l'humanité, mais pour la Terre entière. Alors, après ces possibles fins du monde venant des étoiles, il y a une fin du monde que vous évoquez qui viendrait de sous nos pieds, l'éruption d'un supervolcan. Et vous précisez qu'il s'agirait éventuellement d'un volcan aux États-Unis et précisément au sein du parc de Yellowstone. Et vous rappelez que ces volcans sont déjà à l'origine de 4 extinctions de masse. Alors qu'est-ce qui se passe dans le sous-sol de Yellowstone ?
dans le sous-sol de Yellowstone, on a observé d'ailleurs en 2015, c'est-à-dire il y a seulement 11 ans, une seconde chambre magmatique. C'est-à-dire que, en fait, nous sommes, la Terre, l'humanité est écartelée entre deux dangers, au-dessus de nos têtes, comme on parlait, et sous nos pieds. Et sous nos pieds, eh bien, nous vivons sur une bombe atomique. Enfin, les éruptions magmatiques arrivent à tout moment. Et il y a les volcans, mais il y a aussi les supervolcans, dont la dernière, donc c'était le volcan Toba. La dernière éruption a eu lieu il y a 74 000 ans, à l'époque où les hommes étaient encore des chasseurs-cueilleurs. Donc, mais là, aux États-Unis, ça se produisait aujourd'hui dans le parc de Yellowstone, qui était à la frontière entre trois États, je crois, l'Utah, le Colorado et le Wyoming. Il dégagerait plus de 1000 kilomètres cubes de nuées ardentes, de gaz, d'oxyde de soufre, etc. Il recouvrirait ensuite les États-Unis d'une épaisse couche de cendres d'environ 30 cm. Et tout, alors là, il n'y aurait plus de culture possible, les toitures s'effondreraient, et non seulement, ça aurait une incidence non seulement sur les États-Unis, mais sur l'ensemble du globe. Donc, les supervolcans ont déjà été à l'origine de 4 extinctions massives depuis 500 millions d'années. Dans le dernier milliard d'années, et à chaque fois, ils ont rayé de la carte 85% des espèces vivantes. Donc, les rescapés ont toujours, la vie a pris un raccourci. L'homme lui-même serait les descendants d'une lointaine fin du monde, celle des dinosaures, les petits mammifères ont survécu et nous sommes les lointains descendants de petits mammifères pas plus gros qu'un écureuil. Ça peut sembler bizarre aujourd'hui, mais c'est la longue évolution du temps, n'est-ce pas? Et voilà, donc l'humanité va encore progresser, va certainement changer, va peut-être aussi quitter l'orbite terrestre un jour, coloniser d'autres mondes, contrairement aux autres espèces vivantes. Et voilà pourquoi il ne faut pas tout mettre nos œufs dans le même panier. Et voilà pourquoi aussi la conquête spatiale est nécessaire, parce que la Terre est toujours en danger. Voilà pourquoi je milite aussi en faveur la colonisation, c'est un vilain mot, mais de la conquête. De la conquête, de la découverte d'autres mondes, parce que on a découvert depuis 30 ans des exoplanètes absolument fabuleuses, qui seraient des paradis, mais qui sont absolument inaccessibles pour l'instant, mais seulement pour l'instant. Alors, dernière hypothèse de fin du monde, c'est celle d'un message extraterrestre capté par un radiotélescope. Alors, on a déjà entendu les autorités américaines, en tout cas vu, diffuser des images de ce qu'on appelle être des ovnis. Alors, de ce côté-là... Ces réactions en chaîne, on n'assiste pas à de réactions en chaîne dans la population de scènes d'hystérie après la diffusion de ces images filmées par des F-18 américains, je crois, filmant un objet non identifié et volant à une vitesse extraordinaire. Alors, aujourd'hui, je ne m'amuserai pas à commenter le phénomène ovni, qui pour moi est différent du problème extraterrestre. Et dans ce chapitre, qui est l'ultime chapitre, d'ailleurs, qui n'a rien à voir avec les chapitres précédents, parce que là, il ne s'agit pas d'une fin du monde, mais plutôt de la fin d'un monde. D'ailleurs, dans mon livre, je parle moins parfois de la fin du monde que du désordre de l'état du monde, de l'apocalypse des esprits qui précède celle de l'apocalypse physique, en fait, ce déni de l'humanité, il y aurait certainement des suicides collectifs, etc. Des gens aussi qui voudraient incendier les centres scientifiques. Mais dans ce livre, je parle d'un message qu'on captera en provenance du lointain cosmos. Un message visiblement artificiel. Oui, d'une intelligence. Une intelligence artificielle. Et comment l'annoncer au monde? Et surtout, je me demande si le monde l'accepterait. D'abord, certains ils peuvent être hostiles, etc. Mais accepter aussi la vérité. Les gens crieraient peut-être au mensonge des scientifiques. Et même, je suis sûr que beaucoup diraient qu'il s'agit là d'une manipulation des masses. Et justement, dans mon livre,
Et ce livre est à la fois un livre de vulgarisation, enfin, autant que faire se peut, scientifique, sur le cosmos qui nous entoure, que aussi sur la société moribonde aussi qui nous entoure. Et je dis que donc l'humanité, de toute façon, le plus grand danger pour l'homme encore à court terme, c'est l'homme lui-même. Et c'est plutôt cette contre-vérité qui est véhiculée par les hommes face au discours scientifique, au discours dit des élites, au discours politique. Et c'est ça le plus grand danger. Et voilà, donc il s'agit moins de vaincre, pourrait-on dire, les dangers cosmiques que de convaincre l'opinion publique que ce danger est réel. Et dans ce dernier livre, oui, et probablement les extraterrestres existent. Probablement. Ça, encore une fois, il n'y a pas de phénomène unique dans l'univers. Ce qui se produit se reproduit. La Terre n'est qu'une planète banale qui tourne autour d'une étoile banale dans une galaxie banale. Si les conditions sont réunies, on connaît aujourd'hui 6000 exoplanètes. Parmi ces 6000 exoplanètes, déjà une trentaine ressemblent trait pour trait à la Terre, pratiquement. C'est à la bonne distance de la... On peut imaginer au moins une forme de vie primitive. Je n'ai pas dit une forme de vie avancée, mais seulement dans un rayon de 500 années-lumière. C'est rien, 500 années-lumière. Je vais dire, je ne vais pas dire que c'est des voisines de palier, mais 500 années-lumière, il nous faudrait plusieurs millions d'années avec nos seuls astronefs pour les parcourir. Mais 500 années-lumière, c'est quelques miettes dans la galaxie qui fait 100 000 années-lumière. Alors, dans un rayon de 500 années-lumière, il y a déjà une vingtaine de super-terres. C'est magnifique. Je trouve que... Moi, je suis un alarmiste optimiste, vous voyez, optimiste. Et je me dis, l'humanité est encore plus riche d'avenir que de passé. Mais il faut tourner nos yeux vers le cosmos et se dire aussi que le lendemain n'est pas assuré. Et que les risques ne sont pas nuls. Ils sont minimes, mais pas nuls. Si vous vous intéressez aux possibles fins du monde, vous pourrez découvrir l'ouvrage de Luc Marie, Astéroïdes YR4 2032 et 11 fins du monde possibles à retrouver sur la boutique de TV Liberté. Merci à vous, monsieur. Merci.